36 700 personnes sont concernées par l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Seront-elles remboursées ou non? Le directeur général du Trésor, président du comité de veille sur le phénomène, vient d'annoncer des mesures. Vous les entendrez en début de journal. Dans ce journal également, nous nous rendrons au champ de tir de l'Homo Nord à Toumoudi pour prendre part à une manœuvre tactique et où une trentaine de nos militaires ivoiriens ont été formés récemment sur un engin blindé. Le département américain de la justice a notifié hier son intention de faire appel de la décision du juge fédéral de Seattle qui a suspendu l'application du décret présidentiel interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, on ne l'oubliera jamais. Et pour cause, l'ancien goléador de la sélection ivoirienne et de la SEC Mimosa est une légende vivante, idole du peuple ivoirien dans les années 80 et 90 et ayant joué 6 phases finales de Coupe d'Afrique, celui qu'on appelle affectueusement le Mouton d'Or reste dans les annales comme l'un des 3 meilleurs footballeur ivoirien de tous les temps. Le Mouton d'Or est unique en termes de talent individuel et de virtuosité. À la retraite depuis 1997, Abdoulaye Traoré a célébré son jubilé en juin 2012 à Abidjan. Ben Badi fait partie de ces anciennes gloires du football ivoirien qui ont égayé et émerveillé le public sportif. Où sont ces anciennes gloires? Que sont-elles devenues? Comment vivent-elles? Quel est leur rôle dans le foot ivoirien aujourd'hui? Pour en parler, nous recevons ce dimanche Abdoulaye Traoré. Bonjour Ben Badi. Bonjour M. Hamza Diaby. Je vous retrouve dans une demi-heure. Merci. À tout à l'heure. Les souscripteurs de l'agrobusiness seront-ils remboursés ou pas? La question préoccupe en tout cas les autorités. Le directeur général du Trésor, qui est par ailleurs président du comité de veille sur le phénomène de l'agrobusiness, vient d'annoncer des mesures. Ce sont près de 37 000 personnes qui sont concernées par l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Un phénomène qui, après enquête du groupe de travail, fait l'objet d'irrégularités dans son fonctionnement. Francis Bourfou. Moi, j'ai investi plus de millions, voilà, et j'attends un retour sur investissement. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que l'État se rend compte que ça ressemble à une arnaque. Arnaque ou pas, depuis le 6 janvier dernier, l'État ivoirien gèle les comptes des 28 entreprises d'agrobusiness et assimilées identifiées, le temps d'assainir le secteur. Environ 36 700 souscripteurs sont concernés pour un investissement de 66 milliards de francs CFA. Les retours sur investissement RSI proposés vont de 300 à 1000% du capital investi à très court terme, 3 à 6 mois. Ce qui correspond à un engagement global de 660 milliards de francs CFA au 6 janvier dernier, alors que les soldes sur les comptes bancaires des entreprises d'agrobusiness s'élèvent à environ 22 milliards 750 millions de francs CFA, soit un gap de plus de 637 milliards de nos francs. Les retours sur investissement, en abrégé RSI, promis aux souscripteurs ne sont pas payés à partir des revenus issus de la vente des récoltes, mais proviennent plutôt de nouvelles souscriptions. Un tel système s'écroule dès lors que les derniers souscripteurs ne sont plus suffisamment nombreux pour payer les premiers souscripteurs. D'ailleurs, les auditions des promoteurs ont fait ressortir les premiers signes d'essoufflement du système bien avant l'intervention de l'État. Et ça grogne dans les rues. Nous rencontrons Mathurin Kouakou au forum d'Adjamé. C'est pas la peine, agrobusiness. Mais moi, ma soeur a mis plus de 4 millions dedans. Voyez ça, voyez ce que vous pouvez faire pour nous, pour ma soeur. Le gouvernement multiplie les actions pour procéder au remboursement du capital investi par les souscripteurs sur la base des fonds disponibles sur les comptes des sociétés d'agrobusiness. Cela dans la transparence et l'équité à travers des mesures. Établissement des listes authentifiées des souscripteurs et des montants investis par société. 2. Identification des avoirs et biens des sociétés concernées, en plus des fonds déjà gelés, en vue de leur utilisation pour le remboursement des souscripteurs. 3. Élaboration d'un mode opératoire pour déterminer de façon consensuelle avec les souscripteurs les critères, les conditions et les documents à produire pour le remboursement du capital investi.
En conséquence, le comité de veille invite tous les souscripteurs à rester calmes et sereins. Il rassure par la même occasion que le remboursement du capital investi par chaque souscripteur se fera avec leur implication et seront des règles qui seront connues de tous. Le chronogramme de remboursement des souscripteurs sera connu dans un bref délai, a ajouté le président du comité de veille sur le phénomène d'agro-business en Côte d'Ivoire. Et mardi soir, ne ratez pas l'émission de débat qui sera consacrée à l'agro-business sur le thème « Agro-business en Côte d'Ivoire, opportunité ou arnaque ». Sur le même plateau, vous aurez le procureur de la République, la présidente du syndicat des professionnels de l'agro-business en Côte d'Ivoire, le DG des productions et de la sécurité alimentaire et le porte-parole des souscripteurs. Ce sera donc mardi 7 février à partir de 20h50 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Il existe désormais un nouveau mécanisme de fixation du prix du coton-graine. Pour mieux s'en imprégner, les acteurs de la filière coton ont pris part à un atelier de formation qui a eu lieu jeudi dernier à Grand-Bassam à l'initiative du Conseil coton Anacarde. Les précisions d'Herman Niamien depuis Grand-Bassam. Le nouveau mécanisme de fixation du prix du coton-graine expliqué aux acteurs de la filière au cours d'un atelier. Initié par le Conseil coton Anacarde, cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs de la filière coton sur les questions liées au marché du coton et aussi à les former à l'application pratique du nouveau mécanisme de prix proposé par les conclusions des études commanditées par le Conseil coton Anacarde. Le mécanisme de fixation des prix du coton va dépendre donc du prix de la fibre sur le marché mondial et la nouveauté, on va prendre comme indice le prix du marché à terme de New York. Avant, on avait un indice qui était l'indice A, qui était au jour le jour. Maintenant, on a un indice qui permet de vendre du coton, disons, à décembre 2017, à mars 2018, etc. In fine, l'objectif, c'est une bonne répartition des revenus de la filière sur toute la chaîne de valeur, surtout respecter le principe directeur indiqué par le président de la République qui est de livrer au moins 60% du prix CAF de nos produits aux producteurs. Le nouveau mécanisme vient en remplacement du mécanisme COWI appliqué à ce jour. Les acteurs de la filière saluent cet atelier qui leur permet de s'imprégner du mode de fixation des prix, trop souvent à l'origine de beaucoup de discussions. Depuis 3 ans, nous fonctionnons avec un mécanisme hybride et qui suscite beaucoup d'arguments et notamment et ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi depuis 2 ans les prix sont annoncés très tardivement. Ce qui n'est pas très logique puisque les prix devraient être annoncés normalement avant les semis. Au moment du calcul du coton, parfois chaque famille est vraiment tendue parce que chacun veut tirer le meilleur profit vers lui. Et donc, si on a un outil qui nous permet d'éviter le maximum de discussions, qui nous permet de nous accorder sur ce qui est réel et qui tient compte réellement des réalités du marché international, je pense que ça serait plus intéressant pour toutes les familles. À l'issue de cet atelier, il sera mis en place un fonds dénommé fonds lissage qui va permettre de stabiliser les coûts en cas de variation importante du prix du coton graine sur le marché mondial. Les prévisions de production au niveau national pour la campagne 2016-2017 sont estimées entre 300 000 et 350 000 tonnes. Un peu plus de 30 millions de francs CFA, c'est ce que va dépenser en 2017 la société coopérative des producteurs de noix de cajou de Korodougou pour la réalisation de certains projets. Au cours de son bilan annuel, la société coopérative a procédé à la pose de la première pierre d'un bâtiment de 3 classes avec bureau. Elle a offert des motos aux délégués de la structure et 300 litres de carburant à la brigade de gendarmerie de Tienigboé pour la sécurisation de la campagne de commercialisation au titre de l'année 2016-2017. Amadou Ouattara-Walter, RTI Boaké. Pose de la première pierre d'une école de 3 salles de classe avec bureau à Bondougou. Remise de motos aux meilleurs délégués de la société coopérative des producteurs de noix de cajou de Korodougou, CPNK, et un bon de carburant de 300 litres à la brigade de gendarmerie de Tienigboé pour la sécurisation des populations, également pour la sécurisation de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2016-2017.
des actions pour le bien-être des populations. Des actions matérialisées à l'issue de la 5e Assemblée générale ordinaire de la Société coopérative des producteurs de noix de cajou de Korodougou. Une rencontre bilan qui a mobilisé autorités administratives, politiques, coutumières et les partenaires du monde agricole de la région du Béret. Tous ont relevé le travail abattu par cette coopérative pour le développement de la localité. Plus de 30 millions de francs CFA, c'est le montant des investissements au profit des populations pour l'année 2017. Aujourd'hui, nous travaillons en coopérative et nous essayons d'aider notre population. J'appelle les coopératives à une collaboration franche et je lance un appel à toutes les coopératives de la région du Béret. Et ensemble, nous pouvons gagner le pari. Depuis 2 ans, la région du Béret occupe la première place sur le plan national dans la production de la noix de cajou, avec plus de 100 000 tonnes selon les chiffres du Conseil coton ANACAD. Et la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou contribue à plus de 70% à cette production. La deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, c'est pour bientôt. Après une première édition qui a eu lieu en 2015 ici à Abidjan, le gouvernement prépare activement l'organisation de l'édition 2017 prévue du 28 au 30 mars prochain. Niale Kaba, la ministre du Plan et du Développement, a rencontré vendredi les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire pour leur expliquer les enjeux et les objectifs de ce grand rendez-vous. 400 personnes attendues à Abidjan du 28 au 30 mars prochain pour prendre part à la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique CIEA. Des chefs d'État et de gouvernement africains, des personnalités d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des chercheurs et experts en développement. Déjà, le gouvernement travaille à la réussite de cet événement avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. J'attends de ces ambassadeurs surtout qu'ils informent au mieux et au maximum leurs différents États pour une représentation au plus haut niveau, mais surtout une représentation sur les personnes cibles, les personnes les mieux adaptées qui vont alimenter les échanges. Si la première édition de CIEA en 2015 a permis à beaucoup de pays africains de mieux planifier l'émergence, la rencontre de cette année vise à approfondir le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence de ces pays. L'Afrique rencontre l'Afrique pour pouvoir donc échanger sur ces plans d'émergence, échanger sur ces pratiques en matière d'émergence et nous enrichir mutuellement sur nos succès, nos insuccès et poser les bases d'un échange permanent puisque nous allons installer à Abidjan un secrétariat. Les modalités de participation à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique dans moins de 2 mois sont répertoriées sur le site www.africa-emergence.com. Pour faire la promotion des valeurs, des idéaux et des nombreuses qualités de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, une fondation a vu le jour. Elle est dénommée Fondation Henriette Dagri-Diabaté pour l'éducation, la culture et le leadership féminin et a été présentée au cours de son assemblée générale constitutive. Sita Soro, témoignage. L'une des résolutions du colloque sur la vie d'Henriette Dagri-Diabaté en mai 2013 préconisait la création d'une fondation portant son nom. 4 ans plus tard, c'est chose faite. Cette fondation a vu le jour. La fondation Henriette Dagri-Diabaté pour l'éducation, la culture et le leadership féminin est un moyen pour la chancelière de donner de sa personne comme elle l'a toujours reçu des uns et des autres au cours de son parcours, selon elle. J'ai reçu beaucoup des autres. En effet, décider d'assurer des responsabilités, d'opérer des choix, de défricher un domaine neuf, de vouloir aller toujours au bout de ce que l'on comprend et l'on entreprend, tout cela entraîne inévitablement des combats de toutes sortes. À chaque étape de ma vie, j'ai rencontré un homme ou une femme qui m'a tendu la main et qui a tenu ma main pour m'éviter de me tromper de direction. La mission de la Fondation s'inspire de la vie d'Henriette Dagri-Diabaté, à savoir professeur, leader politique et femme de culture. Au plan politique, nous pensons qu'aujourd'hui, il est essentiel de redonner toute la place possible à la tradition du débat intellectuel. Au plan de l'éducation, nous avons des chantiers pour l'éducation des jeunes filles,
mais aussi pour l'alphabétisation des femmes, évidemment, au plan de la culture. Nous sommes préoccupés par ce qu'on appelle le dialogue des cultures et nous allons nous efforcer d'améliorer le rapport, la proximité entre les créateurs et les publics. Le professeur Albert Thévogéré, invité spécial de cette cérémonie de présentation, par ailleurs vice-président de la Fondation, lui a rendu un hommage particulier. Bâtir une fondation autour d'une personnalité de votre temple et de votre envergure est une aubaine dont le peuple ivoirien ne peut pas ne pas se saisir. Cette initiative doit être encouragée, non seulement pour promouvoir les idéaux liés à l'éducation, la culture et au souvenirs, mais bien au-delà, pour renforcer la cohésion sociale. Henriette Dagri-Diabaté est la première femme agrégée d'histoire en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone et la première femme présidente d'institution en Côte d'Ivoire. Les jeunes leaders réunis au sein de la Jeune Chambre internationale ont eu une rencontre récemment à l'Institut français d'Abidjan. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, des sujets qui les concernent, notamment le foncier rural, le défi de l'excellence et leur insertion socio-professionnelle. Moussa Konaté. Défi de l'excellence, locomotive de la jeunesse ivoirienne. C'est le thème choisi par la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire pour sa rentrée solennelle. Aux membres de l'organisation venus de plusieurs localités, le 44e président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire les a exhortés à s'accrocher aux valeurs citoyennes. C'est de permettre que les jeunes de la Côte d'Ivoire, comme les jeunes de partout qui fréquentent notre pays, puissent être des jeunes modèles et que notre organisation puisse compter sur une génération de jeunes en Côte d'Ivoire qui puissent prendre le relais du développement, bien naturellement avec l'appui de nos autorités du pays. Autre question abordée au cours de cette rencontre, la problématique du foncier rural. Selon la Jeune Chambre internationale, le sujet mérite un débat plus ouvert en vue de trouver des solutions. La Jeune Chambre internationale, en tant que société civile, puisse réfléchir pour trouver des questions et des réponses durables. Donc pour permettre au gouvernement de travailler dans la sérénité, pour permettre aux populations qui vivent dans les villes reculées, qui n'ont pas souvent aussi les médias. Donc pour s'assurer de ce que le foncier rural ou tout différent du foncier rural peut impacter dans notre communauté. Cette rencontre fut l'occasion pour la Jeune Chambre internationale de reconnaître les mérites des dévanciers qui ont œuvré pour le rayonnement de l'organisation. Parmi eux, le ministre Gilbert Bleulené, président national 1982 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ces actions sociales, la mairie de Boisflé, en partenariat avec une ONG et une église américaine, soigne les populations malades des yeux. 400 personnes au total. C'est à travers des séances gratuites de dépistage, de soins et de suivi. Léon Bro, RTI Boaké. Jusqu'au 26 janvier dernier, Clément, Sylvain et Joséphine souffraient de cataracte. Maintenant, ils ont entièrement recouvré la vue, ainsi que l'atteste le contrôle post-opération qu'ils viennent d'effectuer. Le premier mois, je voyais Dieu. À fur et à mesure, quand je les appelais, ils me disaient à fur et à mesure, ça va aller. Effectivement, c'est parti. Je ne voyais même pas avec l'œil droit. Après l'opération, je suis satisfait, je vois clairement. Cette guérison, grâce au partenariat entre des ophtalmologistes américains de l'église baptiste missionnaire d'Issipola et la mairie de Boisflé. La vue, c'est la vie. Voir clairement, voir mieux nous permet donc d'entreprendre. Voir pour entreprendre, voilà qui explique l'adhésion au dépistage des maladies des yeux de plus de 400 candidats. Quand je regarde le tableau, j'ai du mal à voir le tableau. Mes yeux, mes lampes, mes yeux aussi me font très mal. Sont dépistées 3 pathologies, cataracte, glaucome et ptérygium. À terme, les cas les moins graves vont bénéficier de lunettes et les autres d'interventions chirurgicales. Un processus de soins quasi gratuit. Seulement, le patient contribue à la location de la salle d'opération pour 40 000 francs CFA. Le traitement gratuit des maladies des yeux de la mairie de Boisflé et ses partenaires américains est à sa 4e édition. La 3e a permis de donner la vue à 129 personnes.
Un mot de défense dans ce journal et vous allez le voir en images. Anciennement chef de corps du 1er bataillon de commandos et de parachutistes, le colonel Jean-Hubert Roissénan est aujourd'hui le nouveau chef de corps de l'école des forces armées de Zambakro. Il a été confirmé dans sa nouvelle fonction par le chef d'état-major général des armées, Touré Sékou, lors d'une cérémonie de passation de commandement. Le chef d'état-major de l'armée de terre, lui également, a effectué une tournée dans le cadre de passation et de prise de commandement, respectivement à la tête des bataillons de sécurisation de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Est. Au champ de tir de l'Homo-Nord à Toumoudi, 35 militaires ivoiriens ont été formés récemment sur un engin blindé. Formation dispensée par un groupe français spécialisé dans la fabrication d'armements. Elle s'est achevée par une manœuvre tactique qui a permis de mettre en scène les acquis des militaires ivoiriens. Abou Sanogo. Démonstration de tir télé opérée au canon de 20 mm et de 7 mm 62. Instruction de tir en mouvement. Exercice d'embarquement et débarquement du personnel. Et démonstration de mobilité en tout terrain. Un exercice tactique avec tir de balles réelles a été monté mettant en scène la réduction d'un ennemi virtuel par une section mixte composée d'éléments du 1er bataillon blindé, de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, du groupe d'escadron blindé de la gendarmerie nationale et des forces spéciales. Cette manœuvre tactique met en scène les acquis des militaires ivoiriens. Initiée par un groupe français spécialisé dans la fabrication d'armements, la manœuvre a permis de prouver la précision de l'engin blindé, même en mouvement et sa grande maniabilité, quel que soit le terrain qui s'offre à lui. 35 militaires ivoiriens dont 6 tireurs, 6 pilotes et 23 personnels embarqués issus des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces spéciales ont donc été formés. Cet engin répond parfaitement à tous les besoins opérationnels d'une armée. Nous sommes intéressés, nous allons jouer notre partition dans ce dossier. C'est donc un engin blindé de transport de troupes avec une puissance de feu de 7,62 à 40 mm. Il est équipé d'une rampe arrière hydraulique, d'un capteur d'alerte laser et d'un lance-grenade fumigène. Il pèse 27 tonnes et peut transporter 14 combattants. Autre chose, à présent, les collectivités territoriales de l'espace frontalier de la sous-région décident de fédérer leurs efforts pour le bien-être des populations. Une fêtière regroupant les communes et les conseils régionaux de l'espace SKBO, Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso a été mise en place. La structure regroupe les élus locaux de Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso, ayant en partage la frontière, et des activités génératrices de revenus sont prévues pour booster le développement dans cet espace. Les explications de Jean-Jacques Kwame-Ala. Une nouvelle fêtière pour booster le développement dans les localités du nord de la Côte d'Ivoire et du sud du Burkina Faso et du Mali. Il s'agit de l'union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Une structure sous-régionale pour fédérer les efforts de développement des collectivités ayant en partage la frontière. Un livre blanc sur la décentralisation financière de ces collectivités a déjà été élaboré par l'UEMOA, dont dépend cette nouvelle organisation. Des projets communs de développement seront mis en place pour impacter véritablement le quotidien des populations vivant dans cet espace frontalier. Si certains sont en phase d'exécution, d'autres sont dans leur phase d'élaboration. Pour diriger cette nouvelle organisation, le choix des participants s'est porté sur Siamba Bamba, président du conseil régional de la Bagoué, pour un mandat de 4 ans. Il a demandé à ses pairs plus d'engagement pour la mise en œuvre des projets fédérateurs, projets qui vont renforcer le développement de part et d'autre des différentes frontières. Les différents intervenants ont salué la mise en place de cette fêtière. Aminata Sy, représentant le président de la commission de l'UEMOA, promet l'accompagnement de son institution dans la réalisation des projets transfrontaliers, car ces projets vont renforcer la cohésion entre les populations de ces collectivités. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Koné Lassina promet la disponibilité du chef du gouvernement à soutenir cette initiative pour booster le développement sous-régional. Les régions du Folon, de la Bagoué, du Poro et du Tchologo, avec les villes frontalières qui les composent, sont les représentants de la Côte d'Ivoire dans l'union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace
SKBO. Vous l'avez certainement rectifié, le commentaire était signé Patricia Omou-Etia. Le royaume du Djuablin, situé à l'est de la Côte d'Ivoire, est en deuil. La reine-mère de Tanguélan s'en est allée. Nanan Bosombla Anoum Tchemari a reçu les hommages de plusieurs royaumes de Côte d'Ivoire et du Ghana. C'est dans la pure tradition à Caen que ces obsèques se sont déroulées. Mamadou Kwasi, Ami Sissoko. Le message transmis par le tam-tam n'est pas agréable. Il annonce le mal de dents de la reine-mère de Tanguélan dans le royaume Djuablé. Un deuil qui affecte tout le Djuablé, mais au-delà, les royaumes indignés, Bron et Ashanti du Ghana. D'où l'arrivée de fortes délégations pour rendre hommage à Nana Bosombla Anoum Tchemari. La présence de ces différentes délégations royales explique les liens d'amitié, de fraternité et surtout de cohésion qui règnent entre ces différentes entités. La paix et la cohésion qui règnent dans le royaume djuablais en général et dans le village de Tanguélan en particulier, les gens la doivent en partie à cette reine-mère à Douaoulor. Pendant ses 96 ans de vie, Nana Bosombla Anoum Tchemari a œuvré pour la solidarité et l'entente entre les fils et filles du département d'Aïm-le-Cro. C'est dans la pure tradition à Caen que les obsèques se sont déroulées. Nana Bosombla Anoum Tchemari a été également pionnière de l'implantation du PDC RDA dans la région. Des actions qui lui ont valu la décoration de chevalier dans l'ordre du Bélier. Aujourd'hui, elle reçoit à titre posthume des mains du vice-président du PDC RDA, à Mwakon et Djampa Timele, la décoration de commandeur dans l'ordre du Bélier. Les enfants de la défunte, le ministre Abina Kwaku Pascal et les petits-enfants ont exprimé leur gratitude au président du PDC RDA, Henri Konabédié, et au chef de l'État, Alassane Ouattara. Après la messe de Requiem, c'est dans l'intimité familiale que Nana Bosombla Anoum Tchemari a été portée en terre. L'actualité internationale en bref et en images. Le département américain de la justice a formellement notifié samedi 4 février, hier donc, son intention de faire appel de la décision du juge fédéral de Seattle qui a suspendu l'application du décret présidentiel interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain. Donald Trump s'en était vivement pris au juge James Roberts, promettant que la décision ridicule de ce soi-disant juge serait annulée. Les étalons du Burkina Faso repartent de la CAN avec la médaille de bronze. Le stade de Port-Gentil a accueilli hier samedi la petite finale pour attribuer la 3e place de la CAN 2017. Le Burkina Faso s'est imposé sur le score de 1-0 face au Ghana. La CAN 2017 s'achève cet après-midi à Libreville avec la finale entre l'Égypte, 7 fois titrée, et le Cameroun, 4 fois vainqueur. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Réponse maintenant. Le Cameroun est en route pour un 5e titre africain. Il disputera sa 7e finale dans une Coupe d'Afrique des Nations et sa 9e confrontation face à l'Égypte. Un adversaire qui les a fait déchanter 2 fois en finale en 1986 et en 2008. Absent des éditions de 2012 et 2013 et éliminé au premier tour de l'édition 2015, les Camerounais ont fait peau neuve en 2017 suite au départ de joueurs vedettes comme Sang, Eto'o et autres. C'est avec un nouveau groupe que les Camerounais ont abordé cette compétition et cela leur a réussi. Un effectif qui a moins de talent, mais une grosse envie de gagner et qui a l'opportunité de remporter une 5e Coupe d'Afrique des Nations. Bête noire de la sélection camerounaise, l'Égypte s'est imposée 11 fois avec 3 défaites et 5 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Les Égyptiens n'ont jamais perdu une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté les 7 finales qu'ils ont eu à disputer dans l'histoire de la CAN. Vainqueur du Ghana, 2-0, le Cameroun affronte l'Égypte pour le titre et une revanche. 9 années après une défaite en finale de la CAN 2008 à Accra, au Ghana.
Abdoulaye Traoré, ancienne gloire du football ivoirien. Il fait en effet partie du cercle très fermé des joueurs qui font aimer le football. Naturellement doué, capable de gestes techniques les plus fous, Ben Badi était un phénomène avec des gestes spectaculaires. Il en a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs africains entre ses débuts au début des années 80 et son apogée en 1997. S'il a collectionné les buts comme des perles avec les éléphants et la SEC Mimosa, l'orfèvre n'a cependant pas eu une carrière à la mesure de son immense talent. Il a évolué au Sporting Braga, au FC Metz, FC 7, à Toulon, à Avignon, à Al Uroba, aux Émirats. Mais Abdoulaye Traoré n'a jamais porté les couleurs d'un cadre européen. C'est la seule véritable ombre au top au tableau d'un joueur formidable. Des regrets, Ben Badi? Je crois que pour tout joueur ambitieux, je crois que ça fait du bien de jouer dans un grand club. Il y a ce qu'on souhaite et il y a la réalité. Je crois que c'est tout autre chose. Donc je peux dire que je regrette, mais je ne regrette pas d'avoir joué au football et d'avoir donné le mieux de moi-même en défendant les couleurs de tous ces clubs où je suis passé. À l'état civil, c'est Abdoulaye Traoré, mais beaucoup plus connu sous les pseudonymes Ben Badi ou Mouton d'Or. Pourquoi ces surnoms? Ben Badi, d'abord, je crois que j'ai un grand frère, près à son nom, qui s'appelait Benti. Donc ils ont pris le Ben et le sobriquet Badi, c'est-à-dire qu'il paraît que je badinais pas avec le ballon. Donc raison pour laquelle ils ont pris Ben Badi. Et le Mouton d'Or encore, je crois que c'est père à son âme, Bouaka Kanté, qui lors d'un match qui m'appelait le bélier d'or. Et après il a reçu un coup de fil pour dire qu'il y a un seul bélier dans ce pays. C'est père à son âme, le président Félix Houphouët-Boigny. Donc tout de suite, il a changé, il a mis le Mouton d'Or. D'accord. Et Ben Badi, le foot, c'est terminé. Qu'est-ce qui occupe aujourd'hui le quotidien du footballeur Abdoulaye Traoré? Je crois que je suis toujours dans le domaine avec deux amis qui vivent en France. On a ouvert une structure dans le management sportif. On aide beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes surtout, à évoluer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on fait jouer nos carnets d'adresses pour le bien du football ivoirien parce qu'on a plein de joueurs là-bas. Je pense qu'ils vont plus tard défendre les couleurs. Pendant que Ben Badi est en train de parler, je vais demander à la réalisation de nous présenter quelques exploits du joueur qu'il a été. Allons-y, Ben Badi. Oui, donc ça fait qu'on essaie d'apporter notre expérience et notre carnet d'adresse à certains jeunes qui souhaiteraient faire du football leur profession. Donc voilà un peu. Et là aussi, j'ai eu la chance d'être l'ambassadeur de SATUC, ça s'appelle. C'est une fondation qui œuvre dans le social. C'est la fondation de la princesse Sheikha El Thani, la princesse du Qatar, qui organise chaque 2 ans la Coupe du Monde des enfants défavorisés. C'est-à-dire que ça fait que une fois par mois, je suis parti. Il y a 2 ans, j'ai fait partie des jeunes d'Atekoubé. Et cette année, je crois que je vais faire partie des jeunes d'Abobo pour se frotter aux autres pays. Cette année, c'est 24 pays et 5 continents. Donc je crois que c'est avec un plaisir que j'apporte ma modeste contribution toujours dans le milieu du foot. Dans le milieu du foot, merci. Donc champion de Côte d'Ivoire 1990, 91, 92, 93, 94 et 95, vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire 90-91, finaliste de la Ligue des champions africaine en 1995, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 92. C'est un joli palmarès, mais justement, parlez-nous du sacre de 1992. Parlez-nous de la victoire, la préparation, Accra-Dio par exemple. Dites-nous tout. Je crois que déjà, on a eu une très belle génération de joueurs, ça faut le dire, qui étaient mentalement et je crois que physiquement, on était prêts. Et là, les personnes d'Accra-Dio, on les a vues dans l'environnement, tout ça. Mais je crois que déjà, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas beaucoup aux stimulants, qui pense qu'il pourra apporter quelque chose à un score ou qui pourra changer un score, je ne crois pas. Je crois qu'à Dakar, déjà, nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous étions l'une des équipes les plus solidaires. C'est ce qui a fait notre force. Je crois que c'est ce qui a fait la différence. On a pu jouer les prolongations depuis les quarts de finale jusqu'en finale. C'est pour vous dire qu'on était prêt physiquement. Donc, et puis on avait un environnement où le ministre René Dibi mangeait même dans les assiettes avec nous. On mangeait du keb comme on était au Sénégal. Donc voilà un peu, c'est ce qui a fait nos forces. Je crois que la solidarité, surtout le mental. Vous venez d'évoquer un nom, le ministre René Dibi, ministre des Sports à cette époque-là. On va l'écouter.
Nous allons écouter le ministre des Sports. Solution pour voir ce qu'on peut faire pour que les joueurs ne soient pas, après leur retraite, et ne soient pas dans la misère. Ils n'étaient pas dans la misère, mais il faudrait peut-être trouver quelque chose pour les motiver et tout ça. Il y a effectivement d'autres qui sont restés dans la misère jusqu'à leur mort. C'est pour ça qu'il faut prévoir quelque chose. Moi, quand j'étais ministre, je voulais une certaine conversion en faisant des brevets d'entraîneurs sportifs et tout ça, créer ça, que j'avais appelé ça BIS, brevet d'entraîneur sportif. Et pour reconvertir un peu, il faut une reconversion de ces anciens joueurs. Alors Ben Badi, qu'est-ce qu'il vous inspire, ce grand monsieur? Je crois qu'il a fait partie des ministres qui ont quand même écrit leur histoire dans le football ivoirien. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il n'a pas fait les différences entre le ministre qu'il était et nous. C'est-à-dire qu'on le considérait plutôt comme un grand frère. Donc c'est-à-dire qu'on avait l'opportunité de lui dire ce qui n'allait pas. Et lui aussi, en retour, il nous parlait, il nous donnait des conseils, des petits frères, grands frères. Donc je crois que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour surtout son humilité. Pour son humilité, d'accord. Avant de poursuivre, je vous propose, Ben Badi, de suivre cet élément qui va nous être proposé maintenant. Il nous est proposé, bien sûr, par RTI Sport. Le football ivoirien rayonne depuis les années coloniales. Des noms étaient déjà sortis de l'ombre, adeptes du ballon rond. Top 3 des 6 anciens joueurs ivoiriens qui ont marqué leur génération et marqué leur empreinte dans l'histoire du football africain. Top 1. Décédé en novembre 2016 à 69 ans, la légende Laurent Pokou reste vivante. Ingénieux, talentueux, athlétique, les termes pour désigner l'homme d'Asmara sont pleins d'éloges. Mais que dire de celui qui fait encore parler de lui et son talent 50 ans après sa première sélection en équipe nationale en 1967, vainqueur 4 fois du championnat national, 1970, 1972, 1973 et 1980, et 6 fois de la Coupe de Côte d'Ivoire, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972 et 1973 avec son club l'ASEC Mimosa. Laurent Pokou connaîtra un autre surnom lors de son aventure européenne au Stade Rennais de France. Des performances qui lui valent d'être appelé le duc de Bretagne par la presse sportive française. L'empereur Baoulé a inscrit en lettres d'or son nom dans l'histoire du football et permis à plusieurs générations de rêver et devenu aujourd'hui des figures emblématiques du ballon rond tels que Didier Drogba. Top 2. Ce 26 janvier 1992 a fait de lui un héros dans l'histoire du football ivoirien. L'ultime arrêt d'Alain Guaminé face au Ghanéen Anthony Bafoué sonne la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Une joie pour des millions d'Ivoiriens cette année 1992. Une satisfaction pour un gardien que l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport, les deux clubs rivaux de l'époque, se sont disputés pendant des années. 5 fois champion de Côte d'Ivoire, Alain Guaminé a eu une longévité au sein de la sélection. Une carrière qui commence en 1987 pour s'achever en 2000. Une main en or quitte la sélection, titrait un journal de la place lorsqu'il a annoncé sa retraite internationale en 2000. Top 3. Capitaine emblématique d'une sélection en or en 1992, Gadiseli Saint-Joseph remet la Coupe d'Afrique des Nations au chef de l'État d'alors, le président Félix Houphouët-Boigny. Image forte et symbolique pour une nation qui espérait cette coupe depuis des années. La joie est immense pour le capitaine Gadiseli Saint-Joseph qui a lancé réellement sa carrière en 1983 à l'ASEC Mimosa, club dont il portera les couleurs sans ne plus pouvoir s'en séparer. Et même son séjour en France au FC7 ne durera que 3 ans. Gadiseli opère un retour en 1989 à l'ASEC où il finira sa carrière de footballeur en 1992. Une carrière au cours de laquelle il avait déjà aiguisé ses talents d'artiste musicien. Alors Ben Badi, des anciens noms comme ça, des footballeurs de renom comme ça, comme vous, hein, qu'est-ce que vous en dites quand vous regardez? D'abord, j'ai eu la chair de poule en voyant le boss, comme j'ai l'habitude de l'appeler, paix à son âme, Laurent Pokou, pour tout ce qu'il a fait, pour le drapeau haut qu'il a porté durant sa carrière, le drapeau ivoirien. Je crois que vraiment pour moi c'est une référence. C'est une référence, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration, excusez. Même si je ne l'ai pas vu jouer, je crois que j'ai entendu parler. Donc ça fait que déjà tout petit, ça me donnait l'envie de jouer à la SEC.
parce que je me dis qu'on allait essayer de faire comme lui, parce que c'était un joueur de renom. Et ensuite, j'ai vu Gadi Seli, j'ai vu des matchs de référence, j'ai vu notre trophée encore de 92. Je crois que c'est un beau reportage qui pour moi, me donne beaucoup de force. C'est-à-dire ça prouve qu'on a apporté quand même notre petite pierre à l'édifice, surtout pour l'évolution du football ivoirien. D'accord, votre pierre à l'édifice. Mais que sont devenus aujourd'hui la plupart d'entre vous? On sait que quelques-uns sont là, commentateurs ou consultants, commentateurs de match, d'autres encore, je ne sais pas. Mais enfin, qu'est-ce que les Ivoiriens, les footballeurs les Ivoiriens ont envie de le savoir? Qu'est-ce que vous êtes devenus pour la plupart? Bon, je crois qu'il y a certains qui ont suivi le métier d'entraîneur. Il y a certains qui sont consultants foot. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont allés faire d'autres métiers. Ça fait que moi, j'ai mal au cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir été un joueur comme Oumar Ben Salah, on ne peut pas avoir été un joueur comme Alain Guamene, on ne peut pas avoir été un joueur comme Diaby Sekana ou Ahmed Ouattara, ou encore Akakwame, Amani Yao, et ne pas être des personnes qu'on puisse demander leur avis pour certaines décisions concernant le football ivoirien. Vous savez, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je crois que avec toutes ces vedettes en griffe, toutes ces personnes, tous ces joueurs qui ont donné leur sang, qui ont porté le drapeau de la Côte d'Ivoire, je crois que déjà, excusez-moi, je vais lancer un appel quand même aux autorités, dire que c'est très important parce que là, on est en train de monter une mutuelle des anciens footballeurs avec le président Niali, qui fait beaucoup. Je crois que Niali, lui, pour ne pas qu'on vive dans la précarité, surtout, on ne commande pas, mais on a besoin d'une assistance. Parce que, vous savez, on a perdu beaucoup de joueurs, beaucoup d'amis qui sont partis comme ça, juste pour des problèmes d'ordonnance d'un certain montant que je n'ai pas envie de dire ici. Mais ça fait mal au cœur. Je crois que déjà, il faut qu'il y ait une prise en charge. Excusez-moi encore, moi j'ai échangé avec le ministre Légré quand il était encore au sport. Il m'a demandé une liste de certains joueurs. Mais là, je crois que la dénomination n'était pas la bonne parce qu'il m'a dit des cas sociaux. Quand on dit des cas sociaux, je pense qu'ils recevront des salaires chaque fin du mois. Là, je crois que là, c'est plus pareil. J'ai pu donner le nom de Zagouli Gaulier, mais j'aurais souhaité qu'on change cette dénomination et essayer de voir comment on peut aider tout le monde. Tous ceux qui ont, c'est-à-dire il va y avoir des critères, tous ceux qu'on pense qui ont quand même porté haut le drapeau, ils auront un traitement. Et déjà ça, je crois que ce sera le bienvenu. Parce que nous en avons besoin. Et la mutuelle dont vous parlez justement, la MAFSI, est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que les anciennes gloires en font vraiment partie, sont membres de cette mutuelle? Vous savez, tout démarrage est difficile. Mais je crois que déjà, il y a certains qui cotisent, il y a certains qui ont du mal. Mais je crois que déjà, à la longue, les gens vont s'impliquer totalement. Mais toujours, on a besoin du soutien de l'État pour pouvoir arriver à nos fins. Parce qu'il est très important qu'on puisse s'occuper des anciens. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais venons-en justement à cette question qui m'intéresse, que j'ai envie de vous poser. Quelles sont vos relations aujourd'hui, vous, les anciennes gloires, vos relations avec la FIF? Est-ce que votre expertise, vos conseils aujourd'hui sont requis par la FIF? Je ne sais pas, peut-être certains, mais moi personnellement, je n'ai aucun contact avec la FIF. Je peux dire encore que moi, personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur comme Jacques Bernard Anoma, de 2008 à 2012. J'ai acquis beaucoup d'expérience. J'ai pu quand même apprendre de lui la gestion des hommes. J'ai pu apprendre de ce monsieur la vision du football futur, du football ivoirien. Je crois que déjà ça, c'est déjà une très bonne chose. Et on ne peut pas avoir été tout ça et ne pas être associé aux décisions fédérales. Parce que moi, j'ai la chance peut-être de voyager beaucoup, de rencontrer certains anciens footballeurs, pour des matchs de gala à l'extérieur, tout ça. Mais je crois que quand on échange, je vois qu'ici, on n'a pas cette culture de pouvoir profiter de l'expérience des anciens. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les jeunes talents que, je ne sais pas, qui font votre fierté? Je crois qu'il y a le jeune Pépé, il y a Seri Michael de Nice, il y a Adama Traoré qui joue en Suisse, et il y a l'autre... comment il s'appelle, le jeune Wilfried Canon,
C'est des jeunes qui ont besoin quand même, c'est des jeunes qui vont nous apporter encore beaucoup, je pense, beaucoup de lauriers, parce que c'est des jeunes qui, pour moi, ont besoin d'évoluer dans un environnement sain. Vous savez, on a vu un peu notre débâcle, des joueurs comme ça, des joueurs comme Kodja, c'est des très très bons joueurs. Je crois qu'il n'est pas normal qu'ils soient en dessous de leur valeur à la CAN. Et justement, dites-nous quelque chose par rapport à cette performance, la performance des éléphants à la dernière CAN. On a été tous meurtris quand on a vu ce qui s'est passé, parce qu'il n'est pas question qu'on ait tous ces joueurs de grande valeur et qui ne sont pas arrivés à nous donner de la joie. Vous voyez, quand je vois l'entraîneur aujourd'hui, quand je parle de prise de conscience, c'est-à-dire associer les anciens aux décisions, c'est ça. C'est-à-dire quand je vois l'entraîneur aujourd'hui venir dire qu'il n'a pas pu maîtriser les vestiaires, ça c'est le travail de l'ancien, ça. C'est le travail des anciens. Il n'a pas pu maîtriser les vestiaires, il faut avoir du caractère, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit associé aux prises de décision parce qu'un entraîneur, c'est très important. Certainement que vous serez entendu, que vous êtes entendu, Ben Badi. Le match Égypte-Cameroun, c'est tout à l'heure la finale de la CAN 2017. Votre pronostic? D'abord, c'est du 50-50, je vois. Le Cameroun a sa jeunesse, sa fougue. L'Égypte a son expérience. Mais je vois 1-0 de la part du Cameroun. 1-0 pour le Cameroun. Merci bien Ben Badi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez commencé votre carrière au Stella Club d'Adjamé en 1983 avant de rejoindre l'effectif de la SEC Mimosa en 1984. Ensuite, c'est au Sporting Braga de Portugal que vous avez déposé vos bagages, puis en France et en Arabie Saoudite. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu sur notre plateau le Mouton d'Or, l'ancien porteur du numéro 10 des éléphants de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Quant à vous, je vous dis merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI.